merci le GRETSI pour avoir organisé cette session spéciale sur le numérique responsable. Et merci au Parlement de nous accueillir et de nous offrir cette opportunité pour cette session. Donc je me présente, Manuel Cubero-Castan, je suis chef de projet en numérique responsable à l'EPFL et je vais avoir le plaisir et l'honneur d'animer cette session. Alors cette session donc est dédiée aux thématiques du numérique responsable et de la recherche. Les questions seront exceptionnellement posées après l'ensemble des présentations. Et par groupe de 5, on va vous demander de vous lever, de vous réunir et de discuter à 5 pour réfléchir sur les thèmes qui vont être abordés là dans ces présentations et de noter et d'écrire une question. Donc, en groupe de 5, vous allez écrire cette question. L'ensemble des questions seront récoltées à la fin. Après les 15 minutes, vous allez pouvoir les poser à l'oral. Donc, les questions que vous aurez que vous aurez écrites. Toutes ces questions seront, à la fin de la session, récoltées. Celles qui sont posées à l'oral et celles qui auront été écrites et rendues publiques, anonymisées, rendues publiques sur le site du GRETSI. Une dernière information, seules les présentations seront enregistrées, ni les questions, ni les réponses. Voilà, donc sentez-vous libre, vous ne serez pas enregistré. Alors, tout d'abord, je vais vous introduire et vous donner le cas concret comment on travaille avec le numérique responsable à l'EPFL. Ensuite, Loïc va vous parler de comment on mesure les impacts et les pistes d'action. Ensuite, Anne-Laure nous parlera des enjeux environnementaux et comment ils interrogent les recherches. Puis ensuite, Sophie nous présentera les ateliers sens. Et ensuite, bien sûr, les questions et on y répondra le plus volontiers possible. Donc, je regarde un petit peu le temps. J'ai 2 minutes, j'ai un peu moins de 2 minutes. Donc, le PFL, qu'est-ce que c'est? C'est une grande ville. C'est une grande ville avec 6500 staff, 14 000 étudiants. Pour la Suisse, hein, on considère ça comme une grande ville. Et on regroupe en facultés, donc c'est un petit peu l'équivalent de 5 écoles d'ingénieurs qui se regroupent ensemble avec un pouvoir et des décisions centrales assez fortes. Donc je vous passe un peu la pub. Comment on a approché les questions de durabilité. Donc elles sont issues des manifestations étudiantes qu'il y a eu en 2019. À la suite de ça, une task force à l'échelle de l'EPFL a été consolidée avec la présidente et plusieurs responsables. Et ça a donné la création de la VPT, vice-présidence à la transformation responsable, où l'on combinait à la fois les questions de durabilité et les questions d'égalité des chances. Cette vice-présidence a construit, élaboré avec l'ensemble des communautés EPFL une stratégie climat et durabilité pour une mise en conformité déjà avec la loi. La confédération, l'EPFL étant dans une confédération helvétique, on a une mission de net zéro, donc c'est-à-dire de réduire nos émissions environnementales. Et 18 mois après, un état d'avancement a été publié. Il y a plusieurs axes, les achats, les transports, la nourriture et le numérique, que je vais vous détailler un petit peu. Je vous présente très brièvement au sein des laboratoires ce qu'on a mis en place. C'est un calculateur CO2 pour aider les équipes de recherche à estimer leur empreinte et à construire au sein des équipes des pistes de réduction d'empreinte. Puis
au niveau du numérique responsable. Donc on a une mission de mesurer l'empreinte et d'essayer de la réduire. Je vous ai mis en place une des sensibilisations, il y en a quelques-unes. C'est un service qu'on a mis en place en 2023 pour la réparation des téléphones portables. Donc ça, c'est des étudiants en microélectronique qui aident l'ensemble des personnes, staff ou étudiantes, à réparer leur téléphone. Voilà. Maintenant, une toute petite page de publicité. Avec le GRETSI, nous avons construit un challenge qu'on a appelé Challenge numérique responsable, où on va essayer d'estimer l'empreinte environnementale de cette conférence. Donc, pour ceux qui ont rempli le questionnaire de voyage, merci beaucoup. Ça va nous aider à mesurer l'empreinte, en tout cas pour la partie voyage, pour la partie hôtel, nourriture, ça c'est avec le GRETSI. Et par contre, se pose la question de la recherche qui a été construite au sein pour ce GRETSI. Et du coup, on va vous demander de l'aide, si vous le voulez bien, c'est participatif. Vous pourrez, au fil de la conférence, mesurer l'empreinte de votre recherche qui a été construite pour ce GRETSI. Et je vais sans plus tarder passer la main à Loïc qui va vous expliquer comment. Merci Manuel, ravi d'être ici. Donc moi je suis Loïc Lannelongue, je suis un chercheur à l'Université de Cambridge et donc je travaille sur les impacts environnementaux de tout ce qui est sciences informatiques au sens large, donc appliquées en bioinformatique, en astronomie, voilà. Ça inclut aussi l'IA, mais pas que. Donc pendant ces 20 minutes, ce que j'essaye de faire, c'est en fait la partie la moins intéressante de la session, mais c'est se concentrer sur le côté technique en tant que chercheur, en tant que praticien, comment est-ce qu'on peut comprendre et calculer les impacts environnementaux de ce qu'on fait. Et vous allez voir, je parlerai, enfin, pas de tous les impacts, mais seulement d'un seul impact. Un des problèmes en informatique, surtout par rapport à d'autres sciences, alors moi je viens plutôt du côté biologie, donc si on compare à ceux qui travaillent en labo, où la moindre expérience coûte très vite très cher, on n'a pas tellement ça en informatique, ça ne coûte assez peu cher. Et donc, c'est assez rare qu'un projet soit annulé parce qu'il coûte trop d'argent sur les serveurs. Alors que des projets en biologie, par exemple, ça peut arriver très vite. Alors, c'est bien d'avoir des serveurs sur lesquels on puisse faire tourner des modèles de manière assez peu limitée. Ça permet de faire beaucoup de recherches qu'on ne pourrait pas faire s'il fallait qu'on fasse à chaque fois tourner sur Google Cloud ou Amazon Web Services. Le problème de ça, c'est que s'il n'y a pas de coût, il n'y a pas tellement de motivation à être efficace. Et on le voit très vite en travaillant avec des doctorants ou des post-docs où en fait on fait tourner un job pendant une semaine et ça crache et en fait c'est pas très grave. Donc c'est à la fois un bien et moins bien. Si on essaie de comprendre les impacts environnementaux de l'informatique, il y a plein de manières de le diviser et c'est ça qui peut rendre les choses un peu compliquées parfois. On peut alors on en discutait, il n'y a pas de bonne traduction en français sur embodied, mais c'est les impacts de fabrication, et puis distribution, mais c'est surtout fabrication. Et puis il y a l'opérationnel, faire tourner les serveurs, l'électricité pour faire tourner les serveurs. Donc c'est deux manières de regarder le problème. On a tendance à se concentrer sur les impacts carbone en CO2, c'est très bien. C'est une métrique avec laquelle on est plus confortable aujourd'hui, mais en fait c'est qu'une seule partie du problème. Voilà, les impacts de fabrication, c'est beaucoup d'extraction de métaux, par exemple, où le problème, ce n'est pas forcément le carbone. L'utilisation en eau des data centers, c'est un vrai challenge. Voilà, enfin, il y a tous ces autres impacts qui peuvent poser problème. Et puis, c'est bien de se concentrer sur les serveurs. Après, il y a aussi le côté stockage. Encore une fois, ça dépend des domaines, mais il y a des domaines où le vrai gros problème, ça va être le stockage. On va générer beaucoup d'images, je pense à l'astronomie, par exemple. Et peut-être qu'au total, à la fin d'un projet, la grosse partie des impacts environnementaux va venir du stockage des données pendant des années, plutôt que de faire tourner les serveurs. Alors, je n'ai pas mis de slide là-dessus, mais juste rapidement, la raison qui fait qu'on s'intéresse tous ici à ce sujet-là, c'est que si on prend à l'échelle d'un seul projet, parce qu'on peut toujours regarder les data centers, mais les data centers au niveau global, le chiffre, c'est
126 mégatonnes de CO2, ça ne veut rien dire. C'est à peu près la même chose que le secteur de l'aviation américain. Mais ça, c'est tous les data centers. Ça comprend les mails, Internet, enfin voilà. Mais à l'échelle d'un projet, très vite, sur des projets scientifiques, on peut avoir des projets qui atteignent des tonnes de CO2, généralement des dizaines de tonnes de CO2 sans trop de problèmes. Pour contexte, la cible de l'IPCC, du GIEC, merci, c'est 2 tonnes par an et par personne. Donc très vite, on se retrouve avec des projets qui vont nous prendre 6 mois et qui font l'allocation annuelle de 10, 20, 30 personnes. Et c'est un peu ce problème-là. Alors, encore une fois, c'est pas pour dire faut plus faire de sciences. Ça serait... Je pense pas. Enfin voilà. Bon, après, il y aura la partie question à la fin. On peut en débattre. Moi, je viens donc de bioinformatique plutôt. L'argument, c'est pas de dire il faut plus faire de sciences, c'est pas de négliger les bénéfices, quoique on peut en discuter, mais on ne peut pas être conscient de coûts. Enfin, on fait des coûts-bénéfices, c'est-à-dire qu'on décide est-ce que ce projet vaut tant d'argent mis dedans, vaut tant de carbone mis dedans. Et en fait, le seul moyen de faire ces analyses coûts-bénéfices, c'est en les faisant, en ayant pleinement conscience des coûts environnementaux. C'est mon timer, ça ? Non, c'est sûr. Très bien. Donc, le côté un peu ennuyeux et technique. Mais en fait, si on veut comprendre, maintenant se concentrant que sur le côté opérationnel, c'est-à-dire quelle est l'empreinte carbone liée à l'utilisation électrique pour faire tourner des calculs sur les serveurs. Bon, si on se concentre là-dessus, c'est pas très compliqué, d'un point de vue assez théorique. Il faut comprendre de combien d'énergie on a besoin, et ça dépend de ce que vous faites, du logiciel et de l'équipement informatique. Et puis, donc ça vous donne une énergie. Et une fois qu'on a l'énergie, on le multiplie, on trouve l'empreinte carbone pour produire tant d'énergie là où vous êtes. La plupart des data centers sont connectés à la grille d'énergie locale, donc en fait, ça dépend de où vous êtes dans le monde. Voilà, il y a quelques exemples. Si vous ne connaissez pas, il y a ce logiciel qui s'appelle Electricity Map, qui est assez intéressant. Vous pouvez zoomer sur un pays, vous pouvez voir en temps réel le mix énergétique, les imports, les exports et tout ça. Donc c'est assez intéressant. Et c'est là où il y a en fait des grosses différences. Alors, j'ai pris quelques exemples. En plus, c'est bien, la France est toujours vert, donc c'est plutôt une empreinte carbone assez faible, parce que beaucoup de nucléaire. Mais disons qu'on on se déplace en tant que chercheur, ou on fait ces calculs à un autre endroit, donc au lieu de les faire en Suède, on les fait en Pologne. Bon voilà, on n'a rien changé d'autre, on a multiplié l'impact carbone par 46, en moyenne. Et ça, c'est juste parce que l'électricité en Pologne est à base de charbon et de gaz, alors que la Suède a beaucoup d'énergie renouvelable. Après, ce déplacement Suède-Pologne, c'est un peu extrême. Donc, je me suis concentré sur les États-Unis. Alors, je suis au nord de la côte ouest des États-Unis, dans l'État de Washington. Je me suis dit, sans changer d'État, en se déplaçant juste de quelques kilomètres, on fait un x9. Encore une fois, parce que une alimentation différente, une part de renouvelable différente et tout ça. Et donc l'impact de où on fait le calcul, en fait, a une vraie importance. Et donc, tout ça, c'est ce qui nous a un peu motivés il y a presque 6 ans maintenant à commencer ce projet Green Algorithms. Et l'idée, c'était de dire, il y a beaucoup d'efforts sur rendre les data centers plus efficaces. Ça fait des décennies que c'est fait. Mais les chercheurs, et moi, j'étais au milieu de ma thèse à ce moment-là, en tant que chercheur, on a de temps en temps envie de pouvoir comprendre les impacts environnementaux de ce qu'on fait, des projets qu'on fait tourner, parce que finalement, on est les seuls qui peuvent vraiment décider est-ce que ça vaut le coup ou pas. Et donc, c'était un peu la motivation. Donc, je vais vous montrer quelques outils un peu plus tard. Et donc, ce projet a un peu grandi au cours du temps. Une des premières questions que l'on veut se poser quand on commence, c'est est-ce qu'on veut faire des mesures ou est-ce qu'on veut faire des estimations? Alors, sur les mesures, est-ce qu'on peut essayer de mesurer? On peut mettre un wattmètre à l'arrière de son ordinateur et essayer de mesurer l'énergie qui passe. Ce n'est pas hyper pratique, parce qu'en général, on n'a pas le contrôle sur les infrastructures. On peut le faire de manière logicielle, en gros en demandant au matériel de nous envoyer des données de puissance un peu en temps réel. Ou on peut faire des estimations à partir de métriques assez superficielles, et c'est l'approche qu'on a choisie, non pas parce qu'elle est meilleure, mais juste parce que l'idée c'était de faire un outil qui marche pour tout le monde. Donc que vous faites du traitement du signal, ou de l'astronomie, ou de la biologie, ou de la chimie, de pouvoir faire un outil qui marche pour tout le monde. Alors il fallait quand même que je mette au moins une équation là-dedans, mais c'est la seule, promis. C'est en fait assez simple, on n'a pas besoin de se concentrer sur beaucoup de choses. On se concentre sur quel est le temps de calcul. Voilà, notre modèle il tourne pendant 12 heures ou quelque chose comme ça.
On se concentre sur 2 éléments en particulier, les processeurs, donc que ce soit CPU ou GPU, ou les deux, et la mémoire vive. Et puis après, il y a cette métrique PUE. En fait, c'est une métrique un peu standard, imparfaite, mais qui est censée mesurer l'excédent d'énergie du data center. Donc en fait, on fait le ratio entre l'électricité qui est fournie au data center divisé par l'énergie qui est fournie, qui va dans des ordinateurs, et ça permet de mesurer ce qui est perdu. Alors, ce n'est pas perdu, ça va en général dans le refroidissement, dans l'éclairage, voilà, dans ce genre de choses. Et donc, c'est une métrique qui est supérieure à 1, et ça permet de tenir compte de ces frais de fonctionnement du data center. Et en fait, toutes ces données-là, eh ben, en fait, on les a sans avoir besoin... Enfin, vous, quand vous finissez un job, si vous faites tourner un modèle, par exemple, sur les serveurs de votre université, vous allez probablement avoir un fichier de log à la fin, et il y aura probablement toutes ces données-là là-dedans. Donc, ça veut dire qu'on peut assez facilement faire le calcul soi-même sans avoir besoin de traquer ce qui se passe en temps réel pendant notre calcul. Voilà, juste parce que pour le temps, je ne vais pas passer beaucoup de temps. Donc, si ça vous intéresse, il y a 2 ans, on avait publié cet article qui, en fait, résume de manière assez courte les différentes approches. Et puis aussi avec cet article qui avait été mené par Aurélie Bugeaud à Bordeaux, plus spécialement sur le deep learning, qui est très intéressant aussi. En fait, il y a 3 approches principales. On peut utiliser un calculateur en ligne, ce qui est l'outil qu'on a construit, j'en parlerai pendant un moment. C'est un peu comme un calculateur pour les avions. Vous dites, bon, j'ai un vol entre Paris et Londres, quelle est l'empreinte carbone? Et ça vous donne un chiffre. Vous pouvez utiliser des packages dans votre code, et en fait, c'est un peu l'idée d'un tracker. Ça va traquer en temps réel pendant que vous faites tourner votre code l'utilisation énergétique. Et puis la dernière idée, j'en parlerai encore un peu, mais c'est cette idée d'avoir un outil dans les serveurs directement. Donc en fait, ce que vous faites avec, ça n'a pas tellement d'importance, mais ça monitore l'utilisation de ressources en temps réel. Et chaque approche a un peu des bénéfices ou des packages, il y en a plein. Ça a été très à la mode pendant une période. Ils sont tous en Python, c'est un peu le problème. Donc c'est bien si vous faites du Python, mais tout le monde ne fait pas du Python. Et c'est vraiment ce qui nous a motivé à commencer à travailler là-dessus, c'est que venant de bioinformatique, les gens ne font pas de Python, ils font du R, beaucoup. Et là, ça ne marchait plus. Et donc, en fait, on a créé ce calculateur. Alors, c'est un screenshot qui est un peu vieux, mais en fait, l'outil n'a pas tellement changé depuis sa publication début 2020. L'idée est assez simple, on peut aller dessus et on peut dire, bon, voilà, mon modèle tourne pendant 12 heures en utilisant ce genre de ressources. Et voilà, on peut laisser les valeurs par défaut, mais on dit, voilà, en mémoire, j'ai demandé 200 gigas de mémoire. Bon, vous mettez 200 là-dedans, ça a tourné pendant 11h30, vous mettez 11h30. Je suis en France, alors bon, là, c'est pour le Royaume-Uni. Mais voilà, vous pouvez customiser si vous connaissez un peu certaines paramètres, mais sinon, les valeurs par défaut marchent assez bien et ça vous donne des idées d'énergie et de carbone. Tout est de toute façon en open source sur GitHub, donc vous pouvez toujours fouiller dans les données, voir ce qui ne marche pas. Et une des nouveautés de ces derniers mois, c'est d'avoir un autre panneau pour le calculateur, cette fois-ci dédié à l'IA. Il marche pareil, sauf qu'il y a un peu ce panneau IA où ça permet de séparer la phase d'entraînement et puis la phase de prédiction sur le même écran, en fait. Et puis de pouvoir aussi faire les chatbots, donc la prédiction en continu, où on ne fait pas de la prédiction en une fois sur 200 exemples, mais on fait une prédiction à chaque fois que quelqu'un pose une question au chatbot, ce genre de modèle. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez jouer avec, c'est tout en ligne. Et puis il y a pas mal de modifications qui arrivent, d'ailleurs en travaillant avec Anne-Laure pour mieux prendre en compte les impacts environnementaux. Donc au lieu de se concentrer que sur le carbone, comment est-ce qu'on peut prendre en compte les impacts de fabrication? Donc il y en a une partie qui est déjà implémentée et le reste qui arrive dans les semaines qui viennent. Ça c'est très bien. On en est arrivé à un point, on se dit, bon, est-ce qu'on ne pourrait pas juste demander au data center, si on fait tourner nos calculs, si au lieu de le faire sur un ordinateur portable, on le fait sur les serveurs, de dire, bon, voilà, quelle est mon empreinte carbone sur l'année passée? Et donc, c'est en fait pas très compliqué à faire sous certaines conditions, parce que je parlais des fichiers de log un peu partout. En fait, les serveurs gardent trace de tout ce que vous faites. Donc, en fait, on peut utiliser ces fichiers de log pour faire des calculs après. Et donc, voilà, on a fait cet outil, on l'a appelé GF for HPC. Voilà, et on peut aussi avoir un dashboard assez joli. Ça permet d'avoir des métriques assez intéressantes. Encore une fois, si vous faites des calculs sur les serveurs et que ça vous intéresse, vous pouvez regarder ou me contacter, on peut en discuter, je serai là après. Et puis la prochaine étape qui arrive bientôt, c'est cette idée d'avoir un dashboard qui est directement sur les serveurs. Donc en fait, en tant qu'utilisateur dans une université, vous pouvez juste vous connecter sur un portail et voir l'évolution de votre empreinte carbone et utilisation énergétique liée à vos activités informatiques et à vos projets au cours du temps. Ce qui peut permettre
d'avoir des données un peu plus agrégées à l'échelle d'un département, à l'échelle d'un groupe de recherche, qui peut être assez intéressant. Alors, rapidement, il y a la question, est-ce que ça marche? Parce que bon, c'est bien beau de faire des estimations comme ça. Google, assez tôt, nous a benchmarké. La vraie motivation, c'est qu'ils voulaient montrer qu'on était complètement cinglés. Vous savez, en tant que doctorant, on sait qu'on a fait un truc bien quand on a Google qui nous attaque sur Twitter. C'est un bon test. Donc, ils ont publié dans leur papier, en fait, les barres, c'est la comparaison entre l'estimation et la valeur réelle. Donc, on veut que toutes les barres soient aussi proches de 1 que possible. Et les barres vertes, c'est celles de notre outil dont je viens de parler. Bon, alors déjà, concentrons-nous sur ce qui est positif. Ces barres-là, c'est beaucoup plus proche que ce que je pensais. Si on m'avait dit le calculateur en ligne, il a 20% d'erreur, bon, très bien. Tant que c'est l'ordre de grandeur, moi, ça me va plutôt bien. Enfin, quand on utilise un calculateur pour les vols en ligne, on ne s'attend pas à ce que ça soit le nombre de kilogrammes au kilogramme près. Donc déjà, moi, j'étais impressionné. On est en fait vachement meilleur que ce que je pensais. Bon, évidemment, ce n'était pas ce que j'étais censé prendre de cette figure. J'étais censé me concentrer là-dessus, sur ces barres. Alors, encore une fois, on surestime par un facteur 2. Bon, ce n'est pas non plus le bout du monde. Moi, ça m'allait bien. Et en fait, on a essayé de comprendre pourquoi. Et le vrai problème, c'est qu'on est très mauvais sur ces puces TPU et très bon sur les puces NVIDIA. Les TPU, c'est les puces IA de Google. Ça veut dire qu'ils ne les vendent pas. Elles sont disponibles que sur Google. Alors que les puces NVIDIA, toutes les autres puces commerciales, quand elles sont vendues, les fabricants doivent vous dire quelle est la puissance demandée par la puce, parce qu'il faut bien pouvoir construire l'ordinateur, fournir assez de puissance et fournir assez de refroidissement, sinon ça brûle tout, ce qui n'est pas terrible. TPU, comme ils ne les vendent pas, ils n'ont pas besoin de le dire. Et en fait, la seule leçon de cette figure-là, c'est que quand les fabricants sont transparents sur les specs de leur machine, les outils d'estimation marchent incroyablement bien, et quand ils ne sont pas transparents, ça ne marche pas très bien. Ils ont dû d'ailleurs réaliser que ce n'était pas vraiment ce qu'ils essayaient de montrer, parce que la figure a été enlevée des mises à jour d'archive après. Un peu plus sérieusement, en France, par Mathilde Jay, où ils ont fait cette étude pour comparer plusieurs calculateurs. Voilà, on peut regarder GA, c'est Green Algorithm. Moi, ça m'a fait plaisir parce qu'on était les plus près de la vraie valeur. On veut que la barre verte soit près de la barre bleue. Dans les faits, ça n'a aucune importance. Tous les outils sont assez proches de la vraie valeur. Intéressant, quand on regarde la ligne du haut, on est beaucoup moins bon sur des benchmarks CPU. Voilà, parce que les CPU, c'est beaucoup plus dur à prédire. Donc, c'est toujours à peu près l'ordre de grandeur, mais quand même moins précis que sur des benchmarks GPU. Rapidement, on a essayé de ramener tout ça, et puis on a mis ces principes greener. En fait, ce qu'on essayait de faire, c'est un peu comme les principes FAIR pour Open Data. C'était comment est-ce qu'on peut essayer de réfléchir à quels sont les challenges pour avoir un peu de l'informatique durable. Alors, je vais pas tous les faire, mais c'était l'idée de governance and responsibility. Donc, qui a un rôle à jouer et qui a un rôle à jouer? La réponse, c'est un peu ennuyeux, mais c'est tout le monde, dans une certaine mesure. L'importance de l'estimation, j'en ai parlé. Se concentrer sur l'énergie, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. L'importance des collaborations, on a discuté du rôle de la localisation. C'est bien, mais en fait, ça montre qu'il y a des vraies opportunités d'utiliser des localisations qui ont plus d'énergie renouvelable. Alors, ce n'est pas parfait, ça ne permet pas de tout faire comme ça, parce qu'on ne veut pas non plus mettre trop de demandes. Enfin, voilà, il y a d'autres challenges, on ne peut pas se concentrer de mettre tous les data centers en Suède. Mais il y a des opportunités ici, et puis l'importance d'éducation et de recherche. J'ai vu que Manuel l'avait sur ses slides, mais en fait, les organismes de financement ont vraiment commencé à comprendre que c'était un challenge. D'une manière générale, les impacts environnementaux de la recherche qu'ils font, enfin qu'ils financent. Et donc, il y a ce document où, pour la France, l'ANR, le CNRS, mais aussi des organismes de financement nationaux pour pas mal de pays européens, se sont mis d'accord et ont dit, oui, en fait, on a une responsabilité. Donc, le texte n'est pas incroyablement fort, mais quand on tient compte des signataires, c'est un vrai pas en avant. Et une des conséquences, par exemple, alors ce n'est pas une des conséquences parce qu'ils l'ont fait avant, mais sur le même sujet, c'est le ministère de la Transition écologique. Ils ont décidé que pour tous les appels d'offres sur les sujets IA et climat, il faudrait que les porteurs de projets incluent une estimation de l'impact environnemental de leur solution d'IA proposée. S'ils disent on va optimiser l'utilisation énergétique de la ville par un modèle d'IA, bon très bien, mais quelle est l'empreinte carbone du modèle d'IA? Et ils doivent tous le faire avec le calculateur en ligne Green Algorithm dont on avait parlé, ce qui permet en fait de rendre les données comparables. Donc on a travaillé avec le ministère là-dessus. Et ça a très bien marché. Donc ils ont fait, voilà, si ça vous intéresse, on a écrit une pièce assez courte qui le discute. Mais en fait, ça a bien marché parce que tous les porteurs de projets comprenaient l'intérêt et ça ne demandait pas beaucoup d'efforts. Donc c'était plutôt assez positif.
l'idée de monter une communauté, sur le côté de changement culturel et tout ça, mais ça arrive sur les présentations d'après. Donc voilà, on a mis un forum en place, c'était juste pour que les chercheurs aient un endroit où poser des questions. Et je vais finir sur les 2 minutes qui me restent avec Green Disk. Alors, Green Disk, c'est quoi? Si vous avez fait de la recherche en labo expérimental, vous êtes peut-être familier avec des choses comme LEAF ou MyGreenLab, qui sont des certifications de durabilité pour les labos expérimentaux, donc limiter l'usage de plastique à usage unique et ce genre de choses. Il y avait une vraie demande des labos informatiques, mais rien n'existait. Du coup, on s'y est attelé. L'idée, c'est assez simple, c'est en fait de fournir un peu une feuille de route qui aboutit à une certification pour les labos, alors que ça soit à l'échelle d'un laboratoire ou d'un groupe de recherche, pour savoir quoi faire. On l'a fait assez différemment. On a évidemment décidé que ça serait complètement gratuit et open access, donc les critères sont déjà en ligne. Enfin, vous pouvez le faire sans même nous le dire, en fait, il n'y a pas forcément besoin de nous tenir au courant. Mais il y a plusieurs niveaux de certification, bronze, argent et or. Mais l'idée est assez simple. Le bronze, par exemple, c'est surtout faire des inventaires, donc comprendre quelles sont les ressources informatiques qu'on utilise, quels sont les pipelines informatiques, les gros projets, quel est le matériel qu'on a. Et puis ça va après avec argent, et l'idée, c'est plus de voir comment réduire ces impacts. Mais il peut y avoir une équipe de durabilité centrale à l'université ou au laboratoire, puis des groupes de recherche, et chacun peut suivre cette feuille de route, obtenir un certificat. En fait, ils soumettent une candidature, c'est revu de manière anonyme, enfin pas anonyme, mais en peer review. Et voilà, et ça permet d'avoir une certification qui montre les engagements de durabilité d'un labo, d'un groupe de recherche. Et donc ça a été assez populaire. De toute façon, les critères sont tous en ligne. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder le site internet. Voilà, c'est hébergé par la Software Sustainability Institute au Royaume-Uni. Et on recrute, donc je me serais coupable de ne pas le mettre, mais si quelqu'un veut venir travailler à Cambridge, c'est très sympa comme ville, sur des sujets d'IA et de durabilité. Beaucoup de collaborateurs et d'organismes de financement à remercier. Il me reste 9 secondes. Mais voilà, donc, et je vais passer la main à des sujets plus intéressants au-delà du technique à Anne-Laure. C'est moi qui fais mettre du temps. Vas-y, Anne-Laure. Ça marche. Tu me dis. Vas-y, oui. Ça marche. Donc, merci. Donc, moi, je vais vous parler effectivement de choses un petit peu moins techniques, même si c'est des choses sur lesquelles je travaille, comme vous avez compris. Moi, je suis enseignante-chercheuse en informatique au lycée à Paris-Saclay. Et donc, je vais discuter un petit peu de comment est-ce que les enjeux environnementaux interrogent nos recherches, donc au-delà des changements de pratiques de recherche. Puisque, effectivement, le fait de réfléchir à qu'est-ce que ça doit changer à notre activité de recherche, l'urgence environnementale, c'est à la fois réfléchir à nos pratiques de recherche, ce dont Manuel et Loïc ont parlé juste avant, mais c'est aussi de réfléchir à nos thématiques de recherche et puis éventuellement aux méthodes, voilà, de se poser la question qu'est-ce que mes résultats de recherche vont apporter comme nouvelles connaissances, etc. Alors, s'il y en a certains d'entre vous qui sont passés sur le stand où on était avec Sophie ce matin ou qui ont vu les affiches en bas tout à l'heure, vous savez un petit peu de quoi je vais parler. Puis pour les autres, vous allez découvrir avec ma présentation puis celle de Sophie. Alors, c'est pas quelque chose qu'on a inventé, hein, c'est une responsabilité de la recherche qui est assez largement reconnue. Il y a un avis du comité d'éthique du CNRS, par exemple, qui indique que, évidemment, la responsabilité de la recherche, ça impose de réfléchir aux moyens de limiter l'empreinte des pratiques au quotidien, mais aussi de s'interroger sur l'empreinte environnementale des sujets de la recherche. Donc, on a une responsabilité particulière de s'interroger sur les usages qui pourront être faits des connaissances et de réfléchir aussi à la manière dont ça peut répondre aux problèmes rencontrés par la société ou au contraire les pérenniser ou les aggraver. Et puis je cite un autre texte qui est celui du collectif Labo 1.5 que certains connaissent peut-être, hein, qui est un collectif national de personnel de la recherche pour réfléchir à réduire l'empreinte climatique de la recherche en France et qui a comme originalité de considérer cette question comme une question de recherche. Et donc, notamment dans les textes fondateurs de Labo 1.5, il y a le fait de bien rappeler que c'est de la responsabilité individuelle et collective des scientifiques d'évaluer les impacts potentiels sur l'environnement de leurs propres travaux
et de placer la limite entre des sujets à traiter et d'autres à laisser de côté en raison de leur impact négatif. Je lis en entier, elle n'est pas très longue la citation, mais il y a aussi l'aspect vraiment qu'est-ce qu'on doit abandonner, enfin c'est à la fois réfléchir à qu'est-ce qu'on voudra traiter comme sujet et puis qu'est-ce qu'on devrait peut-être ou on pourrait en tout cas abandonner. Alors quand on parle des impacts que peuvent avoir les résultats de nos recherches, on n'a pas du tout de mal à envisager les impacts positifs en général. Donc, on a tous répondu à des appels à projets en expliquant à quel point notre recherche était géniale et allait sauver le monde. C'est voilà, le genre de choses qu'on va pouvoir trouver dans beaucoup d'articles. Là, je cite un article dont je reparlerai un petit peu après, de très nombreux chercheurs en apprentissage automatique qui faisaient qui en fait faisait un état de l'art de comment est-ce que l'apprentissage peut être utilisé pour répondre à des questions de changement climatique. Donc l'exemple qui est donné ici, c'est comment est-ce que ça peut être appliqué sur des questions de surveillance des forêts, par exemple pour détecter les feux de forêt au plus tôt, ou pour l'agriculture en faisant de l'agriculture de précision, en essayant de limiter les intrants et l'eau pour réduire les impacts de l'agriculture, par exemple. Un autre exemple, c'est pour le transport. Effectivement, on peut utiliser des méthodes d'apprentissage pour, par exemple, essayer de prévoir le trafic, pour analyser toutes les données, pour favoriser des alternatives de transport qui sont moins polluantes, pour développer des carburants alternatifs, etc., etc. Donc voilà, donc ça, c'est des choses qu'on sait très très bien faire, essayer de montrer quels pourraient être les résultats extraordinaires de nos recherches. Ce qui est un peu moins souvent pris en compte, c'est quels pourraient être les impacts négatifs. Alors, je donne un petit exemple qui est issu d'un article qui parlait de Tech for Bad, de comment est-ce que le numérique et en particulier l'intelligence artificielle, vous voyez plein de mots intelligents là dans leur petit diagramme en bas à droite, peut être utilisé notamment pour l'industrie du pétrole, donc par exemple pour détecter, pour faire des explorations du sol plus rapides ou plus efficaces, pour améliorer le transport, etc. Et c'est un domaine pour lequel l'informatique est très largement utilisée et très largement développée, où il y a des gros projets là-dessus. Alors bon, là, je donnais des exemples un petit peu caricaturaux, mais souvent, en fait, la réalité, c'est un petit peu entre les deux. Et puis, ce qui est compliqué, c'est de savoir quels vont être réellement les impacts, en fait, des systèmes qu'on met en place. Et donc, on s'est posé la question avec des collègues de l'article que je vous présentais tout à l'heure sur l'apprentissage automatique. Là, comment est-ce qu'ils ont évalué ça pour savoir si effectivement, par exemple, si on fait un logiciel de surveillance des feux de forêt, est-ce qu'effectivement, ça va avoir un impact environnemental positif ? Donc, on s'était dit, on aimerait au minimum qu'ils prennent en compte la surveillance des feux de forêt. L'exemple est peut-être un petit peu trop simple, mais voilà, imaginons par exemple qu'on mette en place un système de gestion intelligente de l'énergie du bâtiment, où là, on peut plus se poser la question de l'impact environnemental, est-ce que ça va être positif ou pas. Donc on aimerait au moins qu'ils prennent en compte la consommation électrique du système, voire même, si possible, l'impact de fabrication. Et puis, peut-être aussi, éventuellement, qu'est-ce que ça va impliquer comme changement de comportement chez les utilisateurs, etc. Donc ça, du coup, on a regardé une 50aine de références qui étaient données dans l'article, puis en regardant comment est-ce qu'ils avaient fait leur évaluation. Puis en fait, on s'est rendu compte que les évaluations que je viens de vous donner, là, c'était les catégories E, F, G. Et en fait, globalement, il n'y a quasiment jamais d'évaluation environnementale qui regarde à la fois quel est le coût et quel est le bénéfice des logiciels qui sont développés. Donc c'est quelque chose qu'on a regardé là-dedans, mais c'est des choses qui ont été étudiées aussi, par exemple, dans la thèse d'Ainara Soldier, qui a montré qu'effectivement, donc on a effectivement des problèmes de périmètre avec le fait de ne pas prendre en compte le cycle de vie, par exemple, pas les impacts de fabrication, de ne pas forcément prendre en compte les effets indirects. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a bien vu sur tous les débats qu'il y a eu sur la 5G. Mais là, par exemple, dans le cas du bâtiment, c'est aussi de regarder quels sont les changements de comportement des utilisateurs. Dans les biais qu'il y a aussi à quel scénario de référence on se compare. Si vous faites une super application de covoiturage et que vous supposez qu'en fait, toutes les personnes qui l'utilisent, ils auraient pris leur voiture tout seuls, s'ils n'avaient pas utilisé l'application de covoiturage, vous avez une évaluation qui est quand même un petit peu optimiste, quoi. Et voilà, bref, je ne vais pas détailler beaucoup, mais voilà, il y a beaucoup de biais dans les études d'impact et globalement, l'estimation des bénéfices, elle est relativement peu faite. Et même quand elle est faite, elle est relativement peu complète.
Alors, on peut se dire oui, mais il y a quand même des recherches. Par exemple, si je travaille sur améliorer l'efficacité énergétique d'un logiciel, c'est forcément positif. Bon, en fait, ça se discute, hein, parce que ce qu'on observe dans le numérique, c'est un effet rebond très clair, qui est que effectivement, on améliore énormément l'efficacité énergétique des systèmes, et puis en plus, on décarbone l'énergie. Donc voilà, ça devrait permettre de réduire l'impact environnemental, sauf qu'en parallèle, on utilise de plus en plus les mêmes technologies, et donc en réalité, l'impact environnemental, il augmente. Alors, est-ce que c'est à nous de se poser ces questions sur ces thématiques de recherche ? Est-ce que c'est vraiment nous qui décidons de ce sur quoi on travaille ? Alors, c'est une bonne question. Un petit indice, ça va être... Alors, vous avez des petites citations issues des PDG du CNRS ou de l'INRIA qui vous montrent que, en fait, les financements et les politiques de recherche, ils ont quand même des objectifs qui sont très spécifiques. J'ai mis en gras les objectifs là pour le CNRS ou l'INRIA, enfin, en tout cas une partie, parce que je n'ai pas pris toutes les citations d'Antoine Petit et de Bruno Sportis, mais... donc on voit que effectivement les politiques de recherche elles sont faites avec des objectifs spécifiques quand même. Et puis sur les financements, c'est pareil, c'est fléché. Et donc par exemple, donc ça c'est un slide qui date un petit peu parce que c'était pour les projets H2020, mais bon, on peut voir que par exemple, si on regarde le numérique, industrie et espace, on a à peu près le même financement que pour climat, énergie, mobilité. Voilà. On peut se poser la question de est-ce que c'est normal dans un contexte d'urgence environnementale importante. Alors, je ne vais pas tout vous détailler parce que voilà, j'ai peur de dépasser sinon, mais c'est juste pour dire c'est des questions qui se posent pas mal dans les laboratoires de recherche, avec des changements qui sont déjà en cours, des réorientations individuelles. Bon, vous avez quelques exemples ici, mais il y en a un certain nombre aussi dans plusieurs laboratoires. Et avec aussi la création d'équipes dédiées. Donc Sophie n'en parlera pas, mais elle a créé une équipe INRIA qui s'appelle Anthropocène décroissance et numérique, c'est ça, à Grenoble. Et il y a une équipe qui s'est créée aussi sur ces questions-là à Bordeaux. Donc voilà, il y a des choses qui se passent à la fois de façon individuelle et collective. Et puis, comment est-ce qu'on fait pour réfléchir à ces questions ? En fait, alors, je vais laisser la main à Sophie qui va vous donner un bon exemple, mais globalement, l'idée, c'est que faut se former, il faut en discuter, à la fois individuellement et collectivement. Donc, il y a des dispositifs qui existent qu'on va vous présenter pour faire ça. Ça implique aussi de sortir de son champ disciplinaire et d'aller discuter avec des gens qui font complètement autre chose. Donc, il y a un groupe de travail, par exemple, qui fait des séminaires pluridisciplinaires sur ces questions-là. Et puis aussi accepter que ce soit long et on a besoin d'espace pour discuter de ce genre de choses parce que au départ, on n'est forcément pas compétent, on va forcément poser des questions un petit peu naïves. Donc c'est nécessaire d'avoir des espaces dans lesquels on peut discuter et j'espère qu'aujourd'hui, ce sera le cas. Voilà. Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Sophie Quinton. Vous aurez constaté que j'ai hérité de la dernière place et donc de la patate chaude de qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a posé sur la table la question des sujets de recherche. Je vais commencer par juste un petit sondage. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui connaissent les ateliers Sens ? Un petit peu au fond. Ok, super. Merci beaucoup. Donc voilà, on m'a demandé de venir vous présenter ces ateliers. Donc Sens, c'est comme science, environnement et société. Je vais commencer par vous raconter qui je suis pour que vous sachiez d'où je parle. Donc, je suis chercheuse à l'INRIA Grenoble. À la base, je viens de la vérification de systèmes embarqués. Voilà. Et puis, du coup, j'ai été recrutée sur ce thème-là. Et puis, je fais partie des gens dont on dit communément qu'ils ont bifurqué. Donc, en fin 2018, après réflexion, je me suis rendu compte que j'avais l'impression quelque part que mes recherches correspondaient pas au questionnement que moi j'avais par ailleurs vis-à-vis de l'urgence écologique. Et donc, je suis rentrée dans un grand questionnement individuel et aussi collectif de, du coup, quelle recherche en informatique mener dans un contexte d'urgence écologique. Et donc, là, on est en 2025, et donc, effectivement, je fais partie d'une équipe qui est en train de se monter et qui s'appelle Anthropocène décroissance et numérique. Et je pense que c'est important que vous le sachiez pour voir un peu d'où je parle et pour vous faire votre propre idée. Je ne viens pas vous dire quoi faire, je viens plutôt pour vous proposer un dispositif de discussion qui permette à chacun de s'exprimer sur des sujets sur lesquels on a été, pour la grande majorité d'entre nous, pas formés
qui sont aussi assez difficiles à aborder pour plein de raisons. Alors, je vais vous faire un petit retour historique d'où viennent les ateliers. À l'INRIA, à l'occasion de la négociation du contrat objectif performance, donc pas le plus récent, mais le précédent, il y a eu des discussions en interne. Et donc, vous pouvez trouver un rapport qui a été produit par un groupe de travail qui s'appelait, jeu de mots formidable, Make Sense. Donc, sens, encore une fois, comme science, environnement, société. Donc, ce document, il est disponible en ligne. Et ce que vous voyez, c'est que donc c'était une initiative à la fois bottom-up et top-down, comme on dit, puisque il y avait des discussions un peu partout dans les centres à cette occasion-là. Et puis, un groupe de travail a été nommé, donc il y a eu une lettre de mission de la direction pour s'emparer de cette question. Donc, ce collectif-là a produit ce rapport. Et vous voyez qu'il y a 3 volets d'action. Le premier qui a été abordé, donc réduire l'empreinte de la recherche. Le second qui était sur cette question des sujets de recherche en lien avec la soutenabilité, en se disant que, voilà, quel sujet on pourrait avoir envie de pousser, de développer là-dessus. Et puis, il y avait ce 3e volet plus original peut-être, qui était de favoriser une prise de recul collective sur notre métier, avec cette idée de, en fait, qu'est-ce que ça veut dire faire de la recherche en informatique dans un institut comme l'INRIA, mais ça vaut pour les autres instituts, dans un contexte d'urgence écologique, dans un contexte où peut-être on se projette dans la nécessité de respecter l'accord de Paris. Voilà. Alors, suite à des discussions, encore une fois, qui ont été menées en interne, ce qui ressort, et pareil, qui ne vous surprendra pas, même si vous n'êtes pas INRIA, c'est que c'est un sujet qui est complexe et qui est mal maîtrisé par nous, collectivement. Je m'inclus tout à fait là-dedans. Parce que voilà, il y a beaucoup de flou sur les ordres de grandeur de certains types d'impact. Est-ce que finalement télétravailler, c'est comparable à prendre l'avion? Est-ce que pas? Quelle est la place? Où sont les services numériques là-dedans? Voilà. Et puis aussi un manque de connaissances pour aborder des questions, des enjeux sociétaux, des questions plus globales, et aussi quelque part une difficulté dans des cas où peut-être on s'oriente vers des remises en cause assez profondes de nos métiers. Finalement, tirer les questions, pour moi qui avait par exemple beaucoup de collaboration avec l'industrie automobile, finalement, si les réflexions sur l'urgence écologique amènent à repenser la mobilité, voilà, on arrive sur des questions de qu'est-ce que ça veut dire faire de la vérification de systèmes embarqués. Voilà, et c'est un sujet qui est clivant. Voilà, peut-être que c'est des choses qui vous parlent, mais en tout cas, voilà, discuter de ces questions. Est-ce on peut interdire certains comportements? Quid du pilotage de la recherche? Et donc, comment est-ce qu'on parle de ces questions, tout simplement, en fait? Alors voilà, c'est des questions qui sont complexes pour plein de raisons. Ça, c'est aussi quelque part quelque chose qui peut aider à situer le débat. C'est que la question même des enjeux globaux, c'est quoi l'urgence écologique? C'est quoi? Voilà, la Terre, c'est un système qui est complexe lui-même. Les objectifs ne sont pas consensuels. Même l'accord de Paris, qui est quelque chose qui existe, n'est pas consensuel. Et puis d'autre part, est-ce que la notion même de soutenabilité, scientifiquement, peut recouvrir des choses qui sont très différentes les unes des autres? Et puis, on est face à une intrication des questions sociales et environnementales, qui veut dire que quelque part, se préoccuper d'environnement, c'est pas vraiment possible de défaire cette question-là de la question de se préoccuper de société. Et là, on a ouvert la boîte de Pandore, qui est que du coup, on se retrouve à se poser des questions de politique, de sociologie, d'histoire, de philo, et voilà, on est un petit peu loin des méthodes formelles. Ensuite, du coup, les liens entre le numérique et l'environnement sont eux-mêmes aussi extrêmement complexes. Ça, Anne-Laure en a parlé un petit peu, et puis aussi Loïc sur la question de la matérialité, les effets rebonds. Et puis en fait, le numérique actuellement, la transition numérique veut bien dire quelque chose, c'est qu'en fait, on a numérisé nos modes de vie, et donc en fait, quelque part, penser le lien entre numérique, société et environnement, c'est forcément extrêmement large. Bon, et puis du coup, une fois qu'on a posé ces deux difficultés-là, il reste la question de, OK, et la recherche? La recherche, le lien entre la recherche, le numérique et la société et l'environnement, on rajoute une couche de à quoi sert la recherche là-dedans? Et à qui sert la recherche? Bon, oui, donc effectivement, on est face à une question un petit peu énorme, quoi. Donc la conclusion, c'est qu'on avait du mal à en parler. Et donc du coup, peut-être que pour démarrer, un des enjeux, c'était de se dire on a besoin d'espaces de discussion spécifiques et puis de partage avec les sciences humaines et sociales. Parce que quelque part, on se retrouvait quand même souvent à avoir des discussions niveau plutôt café du commerce, mais sur des sujets extrêmement profonds qui, par ailleurs, en fait, ont été abordés depuis très longtemps par des gens dont c'est le travail, en fait, dans d'autres disciplines de recherche. Donc là, je vous recite deux espaces de discussion qui ont été créés. Effectivement, les ateliers Sens
dont je vais reparler juste après, très rapidement. Et puis du coup, le groupe de travail politique et environnemental du numérique, qui pour le coup est un espace interdisciplinaire de réflexion sur le sujet. Alors les ateliers sens, c'est pour le coup des ateliers que dont je suis à l'initiative avec un collègue qui s'appelle Éric Tanier à Lyon, mais en réalité, c'est un effort assez collectif avec des collègues d'autres disciplines et puis aussi énormément de collègues chercheurs, chercheuses en informatique. Donc c'est des ateliers d'une journée en tout petit groupe, c'est 10 à 15 personnes, avec cette idée de créer un espace, un cadre de discussion qui soit suffisamment structuré et protecteur pour pouvoir aborder des discussions difficiles. Voilà, il se trouve que du coup, à l'origine, l'objectif c'était d'avoir un format qui permet de discuter au sein du centre INRIA Grenoble-Rhône-Alpes, et ça a débordé de tous les côtés puisque ça a été repris par d'autres centres INRIA, par d'autres disciplines, dans d'autres collectifs. Et donc voilà, on ne suit pas combien de personnes animent des ateliers, mais ça a fait boule de neige. Donc si ça vous intéresse, un peu partout en France, on peut trouver, des personnes pour vous aider à vous approprier le dispositif. Si vous allez voir le site web, vous verrez, il est moche by design. C'est vraiment pensé pour être pas trop impressionnant parce que l'objectif, on n'est pas à la fresque du climat ou la fresque du numérique, il est d'avoir quelque chose qui vous aide, vous, à avoir la discussion que vous voulez avoir avec vos collègues. Donc voilà, le fait que ce soit peut-être pas trop structurant, ça peut aider. Les objectifs, prendre une journée pour réfléchir au rôle de la recherche dans un contexte de ravage écologique, se construire des connaissances communes en partant de pas grand-chose sur la philo, l'histoire, le droit, etc. de nos disciplines, puisqu'en fait on en a un peu besoin pour avoir les discussions qu'on voudrait avoir sur nos propres disciplines. Se doter d'outils assez simples pour structurer les échanges et mettre à plat les accords et les désaccords, et créer un premier espace de discussion. Donc ça, du coup, vous avez vu ces questions un peu toutes mal posées. Vous êtes probablement dit « Ah, mais ça dépend vraiment de comment on comprend la question, etc. » Oui, bien sûr. L'objectif, donc ça, c'est la séquence du début de l'après-midi, en général, dans les ateliers. Et là, l'intérêt, c'est plutôt de fournir un support de discussion pour voir si finalement, derrière ces questions qui sont un peu tests de Rorschach, il y a des vrais désaccords entre les personnes, oui ou non, et si finalement ce désaccord, là où il y a vraiment des clivages, est-ce que quelque part on peut faire un appel à des collègues qui, eux, seraient spécialistes de cette question-là, puisque c'est le cas sur certaines d'entre elles, la responsabilité ou la question de, y a-t-il des connaissances qu'il vaudrait mieux ne pas produire? Là, on est sur un cas où peut-être qu'effectivement, ça serait intéressant d'aller voir des collègues en sciences humaines et sociales pour trancher le débat. Voilà. Donc ce dispositif-là, vous l'avez vu, c'était plutôt pour amorcer la discussion. Là, ce qu'on vous propose, du coup, en fait, suite à tout ça, on a beaucoup parlé, vous avez tout posé là. L'idée, c'était plutôt de sortir du format habituel et du coup de vous donner à tous l'occasion de vous exprimer. Donc voilà, pendant 10 minutes, vous allez vous mettre en petit groupe. Je ne sais pas si Manuel, tu veux reprendre la main pour expliquer le dispositif. Ouais. Potentiellement. Alors donc du coup, vous avez entre vous des petits papiers blancs. Normalement, vous avez tous des stylos, mais si vous en voulez, on en a encore en rab. On va vous demander de vous réunir à 5 autour de ces petits papiers et puis de réfléchir ensemble sur les thèmes qui ont été abordés pendant ces présentations et ensuite d'aboutir à une question que vous souhaiteriez poser que vous avez en collectif. Ensuite, je vais finir par ça. On va vous déjà poser les questions.